Et voilà, retour ici au Conseil économique, social et environnemental, Marjorie, pour la suite de ce Big Ten Paris 2012. Big Ten Paris, c'est d'ailleurs le hashtag pour commenter toute cette journée sur les réseaux sociaux. Deuxième des 4 débats du jour, énorme sujet. Et pourtant, Marjorie, il tient en 4 lettres. 4 lettres, data, des données personnelles, des données nombreuses, des données de plus en plus précieuses et de plus en plus menacées. On va voir comment nous allons tenter de les protéger. Est-ce que trop de régulation tue la régulation? C'est un vaste débat qu'on pourrait avoir sur beaucoup de sujets numériques, mais qui, sur la question des données en particulier, devient une véritable polémique. Et pour lancer ce deuxième débat, eh bien, on va prendre un exemple qui illustre l'intérêt de ce qu'on appelle l'open data. Et on va y revenir. Cet exemple, c'est Homengo, un service web qui simplifie, vous allez le voir, la recherche de logement en contextualisant les annonces immobilières. Merci d'accueillir la cofondatrice de Homengo, Margot Pelaine. Bonjour Margot. Bonjour. 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 Big Ten Paris est à vous. Très gentil, merci. Bonjour à tous. Avant de commencer cette petite session d'explication sur Homengo, je vais vous projeter une petite vidéo pour que vous puissiez mieux en cerner les enjeux. Donc cette vidéo, c'est en fait OpenStreetMap, une sorte de Wikipédia de la carte. Et chaque flash que vous avez vu correspond à une production de données par un particulier qui va utiliser son téléphone pour créer de la donnée. Donc l'exemple dont nous allons parler aujourd'hui, et ce dont je suis le plus à même de parler, c'est l'immobilier sur Internet, comme nous l'avons mentionné. Et je vais vous montrer que la recherche immobilière va intrinsèquement être basée sur de la donnée demain. Pour mieux le comprendre, on va prendre un exemple très concret. Je vais vous raconter une histoire. C'est celle, en fait, tout d'abord d'un couple qui a cherché un appartement en 2007. Donc ce couple, c'est Dominique et Marie, qui, à l'époque, ont déménagé parce que Dominique était muté à Paris. Ils voulaient donc avoir des informations sur les écoles à proximité. Ils voulaient avoir une maison et ils avaient 2 enfants. C'était vraiment le cœur de leurs critères. Donc ils ont passé un temps assez long à agréger les informations dont ils avaient besoin, à vraiment comprendre les annonces immobilières qui correspondaient à leurs attentes. Donc dans un premier temps, et en 2007, on peut voir que le bien idéal, c'est uniquement la somme des critères personnels que vous pouvez avoir. Aujourd'hui, cette définition évolue. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que ça, c'est leur fils, Théo. Donc Théo a eu le bac au mois de juin et il va habiter à Lyon dans quelques mois. Il est donc allé sur énormément de sites internet pour trouver différentes annonces. Mais ce qui l'intéresse, Théo, c'est de savoir où est placé le bien. Et comme il ne connaît pas la ville, il va se servir des datas pour contextualiser toutes les annonces qu'il va trouver. Il sait qu'il veut un appartement. Théo sait aussi qu'il veut être à proximité de son université, qu'il veut avoir des supermarchés et qu'il veut que l'appartement qu'il va choisir soit bien desservi. Donc pour cela, il va utiliser son ordinateur et il va aller sur Homengo, qui est un site qui va être capable de répondre à toutes ses attentes. Donc aujourd'hui, Homengo a 1 million d'annonces, même plus d'1 million d'annonces. Et c'est des annonces qui sont plus intelligentes, entre guillemets, que sur les sites avec lesquels nous travaillons, donc en partenariat. Qu'est-ce que Théo va pouvoir faire sur Homengo? Il va tout d'abord pouvoir centraliser toutes les annonces du marché et les mettre sur un format unique. Il va ensuite pouvoir contextualiser chaque annonce et voir pour chacune d'entre elles, par exemple, il va trouver une annonce Place Bellecour, je ne sais pas si vous connaissez bien Lyon, il va se rendre compte que cette annonce est à proximité du métro, qu'il y a énormément de commerces à proximité, qui sera à quelques minutes de sa fac à pied, et que donc cet appartement correspond à ce qu'il cherche. Théo va pouvoir aussi sauver toutes les annonces sur son espace privé et communiquer avec sa mère qui est restée à Paris, qui va quand même lui envoyer quelques annonces. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est que la donnée publique, donc l'open data, complète les exigences privées. Donc quelques informations sur les données publiques, parce que ça va être l'objet de cette table ronde. Quand on pense données publiques, on pense open data.
Donc l'open data, c'est l'ouverture des données publiques et leur mise à disposition par tout un chacun, donc pour des étudiants, pour des journalistes, pour des entrepreneurs ou pour des sociétés comme nous qui allons les utiliser et créer de la valeur sur celles-ci. Mais open data, en anglais, c'est aussi une injonction. Et il s'agit de demander à ces collectivités, mais aussi à des sociétés, d'ouvrir leurs données pour qu'elles soient réutilisées et mises à profit. Donc on est en train de changer un peu de paradigme, puisque une base de données, qui apparaît comme très propriétaire et comme un actif d'une société, va progressivement être rediffusée pour être croisée avec d'autres jeux de données et créer réellement de l'information. Mais comme vous en doutez, on ne va pas s'arrêter là. On va regarder dans quelques années et voir la petite sœur de Théo. Donc là, on peut voir qu'en 2012, la data est en fait un outil de prise de décision et de contextualisation. Mais en 2017, Léa, la petite sœur de Théo, va elle aussi vouloir déménager. Et le changement va être radical pour elle, puisque la data va être la possibilité d'avoir une hyper-personnalisation, et c'est finalement l'appartement qui sera capable de venir à elle, si je puis dire. Parce qu'on sait que Léa, elle veut être en colocation. Léa, elle aime beaucoup aller dans les bars et écouter du rock, donc elle veut un quartier qui correspond à ce qu'elle est. Elle a beaucoup d'énergie, elle a envie de pouvoir faire du sport à proximité de chez elle, et elle a envie de payer le prix du marché. Et finalement, ce prix du marché, ce n'est pas seulement le prix des transactions passées actualisées, comme ce qui est un peu le cas aujourd'hui, c'est vraiment un algorithme qui va prendre en considération les tendances de marché et faire le vrai prix, qui soit un prix beaucoup plus ouvert. Donc au final, ce qu'elle va avoir, c'est un taux d'affinité entre des annonces immobilières et qui elle est. Et elle fera bien sûr ça sur mobile et en temps réel, parce qu'on est en 2017. C'est vrai que ça peut paraître un peu ambitieux, mais quand on pense qu'il y a 5 ans, l'iPhone n'existait pas, ça permet de remettre les choses en perspective. Donc au final, on a les données privées à gauche, les données ouvertes à droite, et la valeur est réellement dans la synergie entre les deux. Puisque la donnée qui l'intéresse, c'est vraiment la donnée qui lui correspond et qui est capable de venir à elle. Si on va un peu plus loin, on peut se dire que cette adéquation, elle existe déjà. Elle existe déjà dans un service comme sur Amazon. Par exemple, Amazon, c'est mieux aujourd'hui que vous-même ce que vous aimez lire. Donc en fonction des ouvrages que vous avez pu commander ou acheter, mais aussi en fonction de la donnée qui va être rendue, bien évidemment, anonyme d'autres personnes sur le site, elle va être capable de vous proposer des choix qui sont pertinents. Donc pourquoi pas imaginer la même chose avec des appartements. Si on va encore plus loin, on peut se dire au final que cette utilisation de la donnée à la Minority Report, qui fait parfois un petit peu peur, peut être aussi inversée. Parce qu'on disait tout à l'heure que les marques sont capables de créer de la donnée. Il y a une initiative qui a commencé en Angleterre qui s'appelait MyData, et en France qui est portée par la FIN qui s'appelle Mesinfo, qui consiste en fait à renverser le paradigme et à se dire, moi je suis une entreprise, j'ai des données, mais je vais les rendre à mes clients, à mes utilisateurs, pour qu'ils puissent être plus à même de comprendre quelle est la consommation qu'ils ont de mon usage, qu'ils ont de mon service, et qu'ils puissent du coup prendre des décisions beaucoup plus informées. Donc c'est aussi l'enjeu de la data de demain. Ensuite, quand on regarde les producteurs de données, eux aussi vont évoluer. Parce qu'aujourd'hui, on parle des collectivités, on parle de l'État, on parle des marques, mais on peut aller plus loin et se dire, par exemple, des pigeons vont être capables de donner des informations beaucoup plus pertinentes sur la pollution qu'il y a dans Paris. Parce que les pigeons donc, couvrent la capitale, pour le meilleur et pour le pire, on leur a trouvé une utilité, c'est bien. Ils seront capables d'apporter de la valeur et en temps réel. Quand on regarde l'exemple du haut, c'est une horloge qui s'appelle WattTime, qui est une horloge qui est développée par EDF, qui est capable de créer de la valeur sur l'énergie qui est produite par votre maison. Donc vous avez une consommation beaucoup plus intelligente par la production de la donnée qui est propre à votre maison. Et la dernière source de création, ça va évidemment être le smartphone et les différentes versions qui vont être intégrées dans votre quotidien, qui seront capables de produire aussi ces informations. Voilà, donc en résumé, en 2017, la data sera plus une source de suggestions et d'inspiration et sera capable de refléter qui vous êtes et de vous accompagner. Et une petite vidéo pour vous aider à conclure sur cette petite présentation. Aujourd'hui, tous les jeux de données qui sont libérés apparaissent comme des petits morceaux de verre qui en fait n'ont aucune utilité séparés les uns des autres. Parce qu'au final, avoir un bout de verre, bah, c'est cool, mais vous ne pouvez rien en faire. L'intérêt et tout l'enjeu de ces prochaines années, c'est vraiment d'arriver à reconsolider ces morceaux de verre et à faire en sorte que ce verre soit vraiment
réunis. Donc la data dans les prochaines années, c'est ça. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Margot Pelen. Alors, Marjorie, je crois qu'on a tous les deux apprécié l'exemple des pigeons. Absolument. On se demandait de quels pigeons vous Voilà. parlez en fait au début. On se dit, ils apportent de la valeur certes, mais est-ce que ce sont les entrepreneurs? Est-ce que ce sont les vrais pigeons dans les rues de Paris? Et puis Léa, en 2017, je pense qu'elle n'aura aucun mal à trouver des colocataires. Je crois qu'il y en a déjà dans la salle. Visiblement, j'ai cru m'apercevoir, on n'a fait qu'une table, appréciée beaucoup Léa. Voilà. Alors, vous allez rester avec nous évidemment pour ce deuxième débat, parce que ce débat, il a trait aux données, aux data, et que forcément c'est votre cœur de business. Mais il est aussi temps d'appeler d'autres invités à nous rejoindre. Absolument, on va commencer tout de suite avec une femme qui a fait HEC, l'ENA et l'Institut Multimédia. Conseiller d'État, elle a présidé la commission interministérielle relative à Internet et elle a été déléguée générale du Forum des droits sur Internet jusqu'en 2010. Membre de la CNIL depuis 2004, elle en est la présidente depuis un peu plus d'un an. Merci d'accueillir Isabelle Falque-Pierrotin. Bonsoir madame, soyez la bienvenue. Bonjour quand même. Bonsoir, ce sera pour tout à l'heure. Oui, bonsoir, oui c'est vrai, c'est le décalage horaire. Alors, je savais qu'il était président de la FEVAD depuis plus de 10 ans, mais ce que je ne savais pas sur lui, c'est qu'après Polytechnique et un MBA, il avait débuté chez Procter & Gamble. En 2011, il a rejoint la FNAC. Il est devenu directeur général de FNAC Éveil et Jeux, directeur de FNAC Musique, directeur du développement de FNAC.com, estampillé FNAC jusqu'au bout. François Mombois, rejoignez-nous sur scène pour parler data et e-commerce et protection des données. Bonjour François, soyez le bienvenu. Et puis, un nouvel arrivant sur scène, puisque malheureusement Jacques Buguin ne pourra pas être avec nous. Il n'est pas coincé par les data, il est coincé par le Thalys ce matin. Exactement, et donc cet invité de dernière minute qu'on est très heureux d'accueillir sur Big Ten Paris, c'est un jeune homme qui a créé une start-up dans la Silicon Valley. Start-up qu'il a cédée, il est aujourd'hui en charge de l'innovation chez Etalab. Etalab, c'est rien d'autre que la mission du gouvernement sur l'ouverture des données publiques en France. Bienvenue à Romain Lacombe. Merci. Bonjour. Bonjour. Merci, bonjour. Alors on va tous essayer de s'installer On confortablement. va tenter de trouver une place pour chacun. Hop. Isabelle, vous permettez? Voilà, chacun a sa place. Alors, peut-être qu'on va commencer avec vous, Romain Lacombe, puisqu'on vient de voir l'exemple de Home & Go. On a commencé à évoquer l'intérêt de ce qu'on appelle l'open data. Alors ça vous concerne directement. Est-ce que c'est vraiment une tendance de fond en ce moment? Alors je dirais que c'est plus qu'une tendance de fond, c'est quasiment un déluge, si vous me passez le mot, puisqu'on parle de déluge des données. En fait, si on regarde à l'échelle de 5, de 10 ans, cette courbe qui représente, disons, la quantité de données que le monde génère, que les entreprises utilisent pour optimiser leurs opérations, que les gouvernements, que l'administration produit, on s'aperçoit qu'on est sur un chemin absolument exponentiel, que je crois que c'est tous les 9 à 11 mois, la quantité double, et que donc on est vraiment dans un monde où la quantité de données a fait changer de nature notre utilisation de l'information. Donc on peut parler vraiment de déluge des données, et une des premières applications, en tout cas en ce qui concerne la démocratie et en ce qui concerne l'action publique, puisque c'est de ça que j'ai la chance de m'occuper, c'est ce qu'on appelle l'open data. L'open data, c'est, comme le disait Margot, cette idée que puisque en fait, l'État, les collectivités et l'ensemble des opérateurs qui font l'action publique par l'impôt financent la collecte de données, d'informations pour mener à bien leur mission, il est naturel de permettre à tous de tirer le mieux parti de ces données. Donc il y a d'abord une notion de transparence. Évidemment, l'accès à l'information publique, c'est d'ailleurs quelque chose qui en France existe depuis 1978, une loi qui a été créée la même année que la loi qui régit le sujet des données personnelles. Donc c'est un sujet qui existe depuis assez longtemps, mais que les nouveaux usages d'Internet
rendent plus particulièrement essentielles, puisqu'aujourd'hui, on a accès beaucoup plus facilement à l'information, que les citoyens s'informent beaucoup plus rapidement, on parlait de rapidité tout à l'heure, sur les réseaux sociaux, avec la presse en ligne. Donc cette notion d'information pour rendre des comptes aux citoyens, elle fait partie des nouveaux modes de gouvernance que les États doivent mettre en place aujourd'hui, au niveau national, local, au niveau européen aussi, puisque la Commission y réfléchit. Deuxième aspect, c'est l'idée que ces données, ce sont un instrument ou même une sorte de carburant de l'économie numérique. Et je pense que cette notion reviendra dans l'ensemble des échanges qu'on aura, puisque les données, c'est quelque chose de protéiforme. On peut parler évidemment de données personnelles. Chacun d'entre nous produit des données, ne serait-ce qu'en uploadant des photos, n'est-ce pas, sur des réseaux sociaux. Ce sont aussi des données publiques, ce sont celles dont je m'occupe. Et ces données publiques, elles nous donnent une quantité d'informations incroyables sur le contexte dans lequel les citoyens, les associations, les entreprises évoluent. Et donc ce sont en fait des instruments qui permettent de créer de nouveaux services, très souvent innovants. Ça peut être de l'innovation économique, on parlait de start-up à l'instant. On peut aussi imaginer l'innovation civique, de l'innovation sociale, puisque ces nouveaux usages de la donnée que l'État n'aurait pas forcément imaginé ou qu'une collectivité n'aurait pas forcément pu ou eu les moyens de réaliser, si elles sont rendues ouvertes, qu'elles sont rendues disponibles dans des formats qui permettent à chacun de les réutiliser, elles vont permettre à ces développeurs, à ces personnes qui ont la capacité de manier la donnée, d'inventer les services de demain. Et ça, je crois que c'est très important. Je reviendrai peut-être tout à l'heure sur ce qu'est EthaLab, ce qu'on a fait exactement. Mais bien sûr, on va faire un tour. Un des axes majeurs, c'est vraiment cette idée qu'on veut soutenir l'innovation à partir des données. Et je crois qu'un des meilleurs exemples qu'on ait jusqu'à présent en France, en fait, il faut le dire, c'est Home & Go, que Margot vient de présenter. Et c'est une très belle synthèse, mais vraiment de ce que le meilleur accès à l'information et l'open data permettent en termes de réalisation de services utiles et pratiques, et donc pour construire cette révolution numérique. Alors beaucoup de sujets, justement, on vient de les évoquer avec vous, on va tenter de les reprendre un à un. D'abord, vous avez raison de dire qu'on va énormément parler de métaphores pour parler des données, pour illustrer ce marché des données et ses enjeux, notamment celle du carburant pour l'économie. François Mamboise, à la FEVAD, on voit ça sous quel aspect, sous quel œil, si j'ose dire? Est-ce que les données, c'est uniquement le nouveau carburant d'une nouvelle économie ou de l'économie tout court? Bon, en tout cas, c'est le carburant pour les e-commerçants. C'est-à-dire que les e-commerçants collectent énormément de données sur le parcours des clients, sur leur goût, sur ce qu'ils achètent, comme ça a été montré pour Amazon qui vend des livres, et utilisent ces données pour proposer quoi? Pour proposer des services qui correspondent au mieux au goût des clients. En fait, ce que vous avez montré sur Amazon, c'est exactement la même chose qu'un libraire. Quand vous allez acheter un livre, quand vous revenez 15 jours plus tard, s'il fait bien son métier, ils le font quasiment tous, il vous demande « est-ce que ça vous a plu ?» Et en fonction de votre réponse, il va vous conseiller un autre livre. Bon, mais les e-commerçants font la même chose en fonction de ce que vous avez acheté et aussi des pages que vous avez regardées. De même que si dans une librairie, vous restez 1 heure devant un rayon roman policier, le libraire vient et vous discute avec vous, un site va savoir qu'un internaute est resté longtemps sur des romans policiers et donc aura tendance à lui proposer des romans policiers pour un prochain achat. Isabelle Falque-Pierrotin, quel est le regard de la CNIL sur cette explosion des données? Est-ce qu'il ne faut pas commencer par distinguer les différents types de data? Je crois que le regard de la CNIL, c'est d'abord de se dire effectivement, on est face à un environnement qui a complètement changé dans les 5 dernières années. Et le commerce, c'est toujours fait à partir de données personnelles quand même. Mais là, on atteint un niveau de quantité et surtout de capacité de traitement qui est absolument inédit. Alors, pour le régulateur, c'est sûr que c'est un univers complètement nouveau dans lequel on doit réinventer notre métier de régulation. Et pour cela, prendre en compte en fait les nouveaux besoins qui s'expriment. Mais comme l'a dit François, ou monsieur à l'instant, dès lors que la donnée personnelle est le carburant de ce nouveau business, de cette nouvelle économie, il faut bien effectivement qu'on intègre et qu'on se dise comment accompagner finalement ces nouveaux besoins. Il ne s'agit pas simplement de protéger, mais aussi d'accompagner. Donc pour le régulateur, c'est clairement un changement de métier. Et je dirais que le but, c'est de bien comprendre à quoi servent les données personnelles,
comment elles sont utilisées et vraiment, je dirais, jusqu'où va le changement. Alors, j'imagine qu'on va y revenir, donc, mais enfin, ma première réaction, c'est de dire, adaptons-nous, en tout cas, à ce nouvel univers. Alors, si vous nous permettez de filer la métaphore du carburant, est-ce que trop de régulation ou un trop plein de régulation ne va pas, à un moment donné, siphonner le carburant et le réservoir de ces données? Alors, ça ne vous surprendra pas, je vais vous répondre non. Je vais vous répondre non parce que je crois que... qu'est-ce qu'on voit apparaître dans l'univers numérique? On voit apparaître aussi des craintes des consommateurs par rapport à l'utilisation qui serait excessive de leurs données personnelles. Donc, fixer des garanties, fixer des balises, c'est aussi renforcer, entre guillemets, la confiance qu'un commerçant va nouer avec ses clients. Mais je dirais que c'est plus vaste que ça. À partir du moment où les données personnelles sont au cœur des modèles économiques, en réalité, c'est plus simplement une contrainte qu'il faut gérer. C'est véritablement intégrer la donnée personnelle dans, par exemple, l'innovation et construire une innovation durable. Vous avez montré un certain nombre d'exemples, il y en a plein d'autres. La voiture de demain, c'est une voiture connectée. Si les uns les autres qui utilisons ces voitures, on a l'impression que cette voiture, dans le fond, est un mouchard, ou peut communiquer à notre insu ce qu'il y a sur notre carnet d'adresse, l'endroit où nous sommes, etc. Progressivement, il y aura une défiance qui va se développer vis-à-vis d'un projet d'innovation de ce type. Donc moi, je suis absolument convaincue que, la protection des données personnelles peut être un avantage compétitif par rapport aux clients parce que ça renforce la confiance. Et 2, si on veut collectivement construire de la confiance durable, pas simplement de la confiance sur un produit one shot, mais de la confiance durable dans le temps, eh bien à ce moment-là, il faut donner des garanties, il faut donner des assurances. Et dans le fond, c'est un bon investissement. La protection des données personnelles, c'est un bon investissement. Alors, confiance, je pense que c'est l'un des mots-clés de ce débat. Quand vous parliez de cette révolution qui, effectivement, on va dire, tient dans les 5 dernières années, dans mon oreille gauche, j'entendais François Monboise souffler « big data ». Et j'avais aussi envie de penser à Big Brother en vous écoutant. Est-ce que ça ne crée pas, du coup, une sorte de sentiment de parano excessif qui fait qu'on a envie, a priori, de réguler et, du coup, de trop réguler en amont? Je crois que le big data, c'est vraiment, pour le coup, là, on change d'univers. On change d'univers et quelle distinction on il faut est dans faire, une justement. site. Alors, qu'est-ce que c'est que le big data? C'est la capacité d'avoir des données. Certaines étaient assez classiques, d'autres, en réalité, on les rapproche de données qui peuvent être complètement anodines, et tout ça mêlé ensemble permet d'offrir de nouveaux services. Effectivement, je dirais que c'est porteur d'une innovation économique qui est absolument majeure. Mais pour le régulateur et pour l'encadrement, ça change complètement la donne. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, dans le fond, l'encadrement, il était construit comment? Il était construit sur l'encadrement de la collecte. Je collecte des données pour une certaine finalité. Et on encadrait ceux qui collectaient. Vous voyez bien qu'avec le big data, on est complètement en train de changer, puisque en fait la collecte, peu importe, la donnée, elle est partout, elle circule. Et ce qui est nouveau, c'est qu'on va l'utiliser pour des services totalement nouveaux. Et donc, nous, en tant que régulateurs, on est en train de réfléchir à ce que nous devons adapter de nos leviers de régulation pour s'adapter à cet univers où il ne s'agit pas tant d'encadrer la collecte que d'encadrer, ou du moins de fixer des balises sur l'utilisation de la donnée. Et ça, c'est complètement différent. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que dans l'univers du big data, on ne peut pas tout reporter sur l'utilisateur final. Je vous donne un exemple. Sur Internet, de plus en plus, la charge de régulation, elle est sur l'utilisateur final. On dit aux gens, mettez un antivirus sur votre ordinateur. Prenez un logiciel de contrôle parental si vous ne voulez pas de pornographie sur votre ordinateur. Paramétrez vos navigateurs pour la protection des données si vous ne voulez pas que vos données soient attaquées. Ça va jusqu'à un certain niveau. Mais l'utilisateur, c'est vous, c'est nous, c'est moi, il y a un moment où il va finir par se dire, mais est-ce que c'est à moi véritablement de
d'avoir toute la charge de régulation. Et dans le big data, il y a tellement de données que cette question se pose de façon particulièrement emblématique. Mais est-ce que ce n'est pas plus une question de pédagogie que de cadre restrictif? Parce que finalement, on peut faire confiance aux gens. Mais on peut faire confiance aux gens jusqu'à un certain point. On peut faire confiance, bien sûr, et moi j'ai été vraiment dans les premiers, je crois, à militer ardemment pour une éducation au numérique. Mais je pense que passer d'un système dans lequel on reporte tout l'encadrement, toute la maîtrise sur l'utilisateur final, c'est une régulation qui, à mon sens, n'est pas totalement équilibrée. La plupart d'entre nous, nous ne lisons pas les politiques de confidentialité. Celles-ci sont de plus en plus compliquées. Donc, bien sûr qu'il faut renforcer l'information de l'utilisateur et la pédagogie, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi se dire, dans cet univers de big data, dans cette chaîne de circulation et d'utilisation de l'information, les acteurs professionnels, quelle est leur responsabilité? Et ça, pour le moment, je dirais, on n'a pas complètement résolu le problème. Mais alors justement, quand on se remet dans sa position d'internaute tous les jours face à son écran, quand justement vous plaidez pour l'opt-in et qu'on sait très bien, enfin en tout cas Microsoft sait très bien, puisqu'ils ont fait une étude sur le sujet, qu'au bout de 3 opt-in, l'utilisateur ne clique même plus dessus, et que l'opt-in est là pour pouvoir prévenir le cookie, on est un petit peu dans une situation ubuesque, on est en train de renforcer, de s'auto-mettre de la complexité côté régulation pour être mieux régulé. Est-ce que là, on n'est pas dans un débat aussi grand que les données, si j'ose dire, totalement ubuesque? Et est-ce que cette régulation, a priori, est forcément, va être nécessaire et surtout efficace? Alors, le opt-in, c'est une décision européenne. Donc c'est le paquet télécom qui, après de multiples échanges au niveau européen, dans tous les pays, le Parlement européen a choisi le opt-in. On peut rappeler ce que c'est peut-être? Donc le opt-in, c'est le fait qu'on demande à titre préalable à un internaute l'autorisation de déposer un cookie sur son ordinateur. Alors, on peut être pour, on peut être contre. Aujourd'hui, c'est la loi. Donc, la question, c'est de savoir comment est-ce que concrètement on fait en sorte que cette loi n'est pas absurde au niveau de son application. Et donc, nous sommes rapprochés du secteur professionnel de la publicité pour essayer de voir concrètement si on pouvait effectivement, tout en respectant le cadre européen, essayer d'avoir des usages qui soient réalistes, parce qu'effectivement, on ne va pas demander un opt-in à chaque fois, c'est compliqué, on ne peut pas complètement brider la navigation. J'ai bon espoir qu'à la suite des Anglais, nous soyons capables d'avoir quelque chose de raisonnable en France. C'est quoi? Ce serait quoi le bon niveau? On y travaille, François, à mes côtés, peut, je crois, dire la même chose. On est presque... je crois qu'on a presque abouti à un dispositif qui serait à la fois accepté par les professionnels et respectueux de la législation européenne. L'idéal, ce serait d'en faire un standard européen et de montrer que dans un cadre juridique fixé, on est capable d'avoir des pratiques qui soient des pratiques qui permettent à la fois l'innovation et qui permettent aussi à l'internaute d'avoir quand même une maîtrise de sa navigation. Concrètement, on peut savoir quelles sont les 2-3 grandes idées? Concrètement, vous aurez le résultat quand l'accord sera fini. D'accord, bon, j'ai quand même essayé. On peut essayer du côté de François Monbois, par là, on va voir si ça marche. Non, toujours pas. Vous ne parlerez pas, même... Non, même réponse, mais pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, on parle quand même, pour reprendre l'exemple de la librairie, de quelqu'un qui dirait à un libraire « Je vous interdis de vous souvenir que je vous ai acheté un livre ». C'est ça qu'on parle. C'est-à-dire qu'on va faire avec cette... Moi, je trouve un peu parfois cette précaution trop grande parce que ça s'appelle Internet et sur le numérique, des choses qui, dans le monde réel, seraient totalement impensables. Je pense qu'il y a un peu une schizophrénie, c'est-à-dire d'un côté, les gens ont peur d'un Big Brother, mais de l'autre côté, quand vous téléphonez à votre opérateur telco et qui vous fait répéter 3 fois la nature de votre abonnement et votre problème, vous avez envie de dire, mais vous devriez le savoir. Alors non, il ne le sait pas parce que c'est séparé, c'est pas le même système. Est-ce qu'on fait de la régulation par principe de précaution aujourd'hui sur le marché des données? Il y a un peu, un principe de précaution en France a une signification précise, mais il y a un peu effectivement cette précaution que, comme l'a dit Isabelle, c'est-à-dire qu'on était sur un système où au moment où on collecte les données, on devait dire ce qu'on allait en faire. Or, ça va tellement vite qu'on fait aujourd'hui des choses avec les données qui étaient impensables il y a 5 ans. Le retargeting, ça n'existait pas il y a 5 ans. La géolocalisation, ça n'existait pas avant.
Donc effectivement, s'ils sont d'anciennes données, c'est difficile d'avoir prévu déjà à l'époque qu'on allait en faire quelque chose qui évolue à la grande vitesse. Et c'est ça la difficulté de la régulation sur le numérique. C'est on est dans un cadre européen où les choses vont très lentement, puisque les directives, en gros, c'est 15 ans, et on est sur un domaine numérique qui bouge à une vitesse folle. Margot Pelen, vous qui travaillez sur cette matière première hein, que sont les données, justement, est-ce que le cadre réglementaire français, est-ce qu'il vous pose des problèmes quand vous considérez vos projets de développement? Est-ce que vous devez trouver des solutions ou carrément renoncer à certains projets? Et est-ce que vous notez des différences entre les différents pays européens? Alors la réponse est non. On ne commence pas par se prendre la tête sur des réglementations, même si on a fait notre déclaration à la CNIL, c'est promis. C'est bien. Notre objectif, c'est vraiment de penser à l'utilisateur. Et c'est vrai qu'on utilise de la donnée qu'on transforme en information parce que notre souci principal est vraiment d'avoir le service le plus utile et qui fasse gagner le maximum de temps à l'utilisateur. Et là, on parlait il y a quelques instants d'opt-in. Pour nous, l'équivalent, ça serait obliger un utilisateur à aller renseigner les mêmes critères sur 10 sites différents pour avoir le même résultat. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe quand on cherche un appartement sans utiliser Omengo. On va aller sur de très nombreuses sources, on va aller sur de nombreux portails, on va réintégrer les mêmes critères au niveau du prix, au niveau de la surface, au niveau de la localisation, alors que sur Omengo, on est capable de tout centraliser. On est capable de vous entrer une bonne fois pour toutes vos critères. Ensuite, on a évidemment, on fait particulièrement attention aux données qu'on récupère sur les personnes qui cherchent, mais notre cœur de métier, c'est vraiment de simplifier cette recherche en étant capable de personnaliser au maximum l'expérience de recherche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous cherchez un T3, par exemple, c'est soit que vous êtes avec un enfant et que vous êtes en couple, je prends des exemples assez grossiers, soit que vous êtes en colocation. Dans les deux cas, ce n'est pas du tout les mêmes besoins en termes de contexte. Parce que dans un cas, vous allez avoir besoin d'avoir une crèche à proximité, par exemple, avec des services qui correspondent à cet enfant. Et dans l'autre cas, vous aurez besoin, ou envie en tout cas, d'avoir une vie nocturne assez dense, avoir une vie beaucoup plus facilitée pour les étudiants. Et vous aurez aussi un critère entre les deux, qui va être la démographie. Dans le cadre de jeunes, vous aurez envie d'habiter dans un quartier où il y a des jeunes. Et quand vous arrivez dans une ville, ce n'est pas des informations qui sont directement lisibles. Romain Lacombe, on sent bien le tiraillement hein, qui existe en ce moment entre cette envie de données omniprésentes et en même temps le besoin de régulation sans tomber dans les excès d'un côté comme de l'autre. Il faut trouver les justes milieux sur toute la difficulté. Je suis d'accord que de manière générale, il y a un sujet d'équilibre et de juste milieu, mais je crois que ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que effectivement les usages de différents types de données sont très différents. Et quand on parle de données personnelles, il y a évidemment un enjeu de protection de l'information personnelle, privée. Enfin, on touche à ce qui fait parfois la consommation de la personne, enfin, des choses qui sont évidemment, qui ont vocation peut-être à être utilisées pour améliorer un service, mais avec une notion de contrôle qui est très importante. Je parlerai, moi, plutôt de la partie open data qui concerne des données publiques. On est sur une typologie, sur une nature d'information qui est très différente, puisque ce sont des informations qui ne concernent pas des personnes, il faut le dire, sauf des exceptions très précises, mais en général, il s'agit de données qui sont soit des statistiques, soit des données sur le suivi de politiques publiques, soit des données géographiques, mais ce sont des données qui sont collectées par justement la collectivité ou par l'État. Et donc c'est là où ce curseur de régulation doit tenir compte de demandes qui sont différentes, qui sont une demande de transparence d'un certain point de vue et qui vient, on parlait de confiance à l'instant, je crois que, et ça a été dit d'ailleurs par l'intervenant qui était ici dans le panel précédent, il y a un sujet de confiance très général d'ailleurs des Français envers eux-mêmes, envers leurs représentants, envers l'ensemble en fait disons, du fonctionnement de notre société. Cette question de transparence est essentielle pour résoudre ce type de problème et pour recréer ce lien de confiance qui fait qu'au final, on est en France à, si je schématise des différents sondages, des différentes métriques qui permettent de mesurer ça, 80% de verre à moitié vide et 20% de verre à moitié plein, alors que dans d'autres pays, notamment en Europe continentale, c'est plutôt l'inverse. Donc ce sujet est essentiel et je crois que la régulation doit aller le plus possible vers la transparence. Et évidemment, l'autre versant, l'autre aspect de tout ça, c'est que la régulation des données publiques qu'on va mettre en place doit
pour permettre de réaliser l'ensemble des bénéfices qu'on en attend, sociaux, économiques, civiques, encourager le plus possible la réutilisation de ces données. Donc on voit qu'on est sur un modèle un peu différent des données personnelles, mais s'agissant des données publiques, et d'ailleurs l'évolution récente du cadre de la mise en place de l'open data au niveau de l'administration, puisque la mission Etalab fait aujourd'hui, certains le savent je pense, partie du secrétariat général à la modernisation de l'action publique, donc avec un périmètre très général pour moderniser l'action de l'État, des collectivités. Il faut que ce cadre, et c'est ce qui a été annoncé par le gouvernement, continue à permettre le plus possible l'innovation à partir des données publiques, notamment en réaffirmant le principe de gratuité qui fait qu'on peut réutiliser gratuitement le plus largement possible les données publiques, et en continuant ce travail que l'ensemble des ministères a engagé depuis l'année 2011 et la création donc, de cette mission Etalab, qui consiste à mettre en ligne des données dans les formats qui permettent le plus possible leur réutilisation par les citoyens, par des associations ou par des entreprises comme Omengo. Alors ça, c'est une chose que le gouvernement et surtout les services du Premier ministre auprès duquel vous êtes rattachés favorisent cette innovation. Maintenant, est-ce que une régulation, encore une fois, a priori, ne va pas à un moment donné bloquer le data-driven innovation pour les entreprises privées? Est-ce que... Comme on parlait de contrat de confiance tout à l'heure entre l'utilisateur et ses données, est-ce qu'il n'y a pas aussi un contrat de confiance à rétablir entre le régulateur et les entreprises qui utilisent et collectent les données personnelles? Moi, je voudrais, avant de répondre à votre question, rebondir sur ce qui vient d'être dit sur les données publiques et sur l'idée qu'il y a une sorte d'imperméabilité entre les données publiques et les données personnelles. J'aimerais vous croire, mais ça n'est pas totalement vrai. Je vous donne deux exemples. Il y a des statistiques, par exemple, sur la criminalité. A priori, c'est des données publiques qui sont anonymisées. Qu'est-ce qui se passe? On peut avoir des statistiques qui deviennent extrêmement fines, qui peuvent aller au niveau d'un pays, bien sûr, au niveau d'une ville, au niveau d'un quartier, au niveau d'une rue. Les Anglais ont testé ça. Et en fait, progressivement, on finit par arriver à réidentifier quasiment les personnes, le groupe de personnes dont on parle. Donc, c'est un exemple. Il y a un deuxième exemple qui sont, par exemple, sur les registres d'état civil. En France, les registres d'état civil ont été mis en ligne par les collectivités locales. Et dans des conditions, au départ, assez, je dirais, chacun a fait un peu ce qu'il pensait être nécessaire de faire. Et en fait, à cette occasion, de quoi s'est-on aperçu? C'est qu'effectivement, il y a des gens qui, à cette occasion, ont appris, à travers cette mise en ligne de registres où il y avait des mentions marginales sur leurs conditions de naissance, il y a des choses qui peuvent être extrêmement intimes. Toutes ces informations ont pu être, je dirais, livrées au public. Donc on sent bien que ce soit au niveau de la granularité de la donnée publique, que ce soit au niveau de certaines données publiques, il peut y avoir, je ne dis pas toujours, hein, mais il peut y avoir des éléments de données personnelles. Donc, simplement, nous, ce que nous avons dit dans la politique de données publiques, c'est que, c'est un avantage et c'est une avancée démocratique considérable. Et je dirais que personne ne peut s'opposer à cette tendance de transparence, de démocratisation, voire de service économique qu'il y a derrière les données publiques. Mais faisons attention. Certaines de ces données sont un gisement qui est un gisement sensible. Donc, fixons pour certaines des conditions de réutilisation, une licence particulière pour qu'on ne se réveille pas les uns les autres tout d'un coup en disant « mais attention, qu'est-ce que nous avons fait sur cette politique d'ouverture des données publiques ?» Vous voyez? Donc c'est juste ça. Je réagis pour dire, et pardon, vous avez tout à fait raison de préciser qu'il y a un certain nombre de cas sur lesquels ces notions sont un peu plus complexes. Et j'aurais dû préciser qu'évidemment, Etalab a travaillé en lien direct avec la CNIL pour s'assurer que dans un certain nombre de cas, ces questions soient traitées. Je veux juste préciser, s'agissant des deux exemples choisis, d'abord que la France ne met pas en ligne ce type de... Il faut rassurer évidemment, je pense, tous les gens qui nous écoutent, l'open data, ça ne veut pas dire qu'on met en ligne des données personnelles, au contraire.
Et s'agissant des deux exemples, ce sont des cas qui sont très spécifiques dans lesquels il s'agit de déterminer si ces données personnelles sont par ailleurs des données publiques. Ce qui peut arriver dans un certain nombre de cas, et dans certains pays au monde, les responsables publics, par exemple, à partir d'un certain niveau, ont une exigence de transparence ou des informations sur leur diplôme, leur cursus ou leur salaire peuvent être mis en ligne. Donc ces choix peuvent être faits. Ici, et dans ce cas précis, dans le cas de la réglementation en France, le secret des données personnelles est très bien protégé évidemment par l'action de la CNIL, mais aussi par la loi sur la statistique. Et notamment, et ce sont des sujets qui montrent que effectivement la gouvernance des données est un sujet complexe et parfois très précis. Lorsque on a souhaité mettre en ligne des données sur la fiscalité pour faire la transparence sur les revenus fiscaux de différentes collectivités, qui sont des données que produit le ministère des Finances, qui souhaitait mettre en ligne dans le cadre de la politique d'open data. On a pu le faire s'agissant de l'ISF que sur un certain nombre de communes en France, parce que dans certaines petites communes, on imagine qu'une ou deux ou trois personnes qui verraient le revenu de l'ISF pour la commune mise en ligne se sentiraient que leur feuille d'impôt en fait était mise en ligne. Et donc évidemment, tout ça nécessite de fixer des limites, mais enfin s'agissant de ce point de vue-là, c'est la loi de 51 sur la statistique qui fixe le nombre de personnes qu'on peut mettre dans un groupe de manière à s'assurer qu'on ne puisse pas désanonymiser d'un certain point de vue. Voilà, pardon d'être précis, mais je crois qu'il faut rassurer tout le monde. Et peut-être le dernier sujet que tout ça montre, et je rejoins ce que disait Margot tout à l'heure, les choses avancent tellement vite. Il y a 5 ans, on n'avait pas de smartphone, on n'avait pas ces nouveaux usages mobiles. Alors, où en sera-t-on dans 10 ans? Il me semble que le vrai sujet qui se pose pour l'action publique, de manière générale, vis-à-vis des données personnelles, vis-à-vis des données publiques, vis-à-vis du big data, vis-à-vis de la régulation des données que collectent les opérateurs en ligne, c'est un sujet de gouvernance des données qui est plus général, qui touchera à des choses qui sont encore même pas forcément sur le radar du régulateur. Je pense à, par exemple, les données génétiques de chacun d'entre nous. Arrivera un moment où on devra se poser la question de savoir dans quelle mesure est-ce qu'un certain nombre d'existences de mutations dans le génome doivent être rendues accessibles, par exemple, à mon médecin traitant. Tout ce type de questions devra se poser un jour. On en est, je crois, encore loin, mais il me semble que ce sujet de gouvernance de l'information est absolument essentiel à cette révolution numérique qu'on veut construire tous ensemble ici. Et justement, ce qu'on essaie de comprendre autour de cette table ronde d'aujourd'hui, c'est comment concilier cette protection des données et en même temps des données des consommateurs. Comment aussi est-ce qu'on concilie tout ça avec la richesse que nous offre le marché des données. Est-ce que finalement, la grande chance de ce débat sur les données, c'est pas d'avoir plus de responsabilité pour les utilisateurs, qu'à un moment donné, les internautes, qui sont aussi des citoyens, qui sont aussi des consommateurs, on est tout en même temps, se disent « Ok, c'est aussi à moi de faire la part des choses sur ce que j'ai envie de donner, à voir de ma vie en ligne ». Est-ce que la grande chance, c'est pas justement par l'autorégulation des internautes qu'elle peut venir? Je crois... c'est symptomatique, je trouve, ça fait partie de ce que j'appelais la schizophrénie tout à l'heure. Sur le grand réseau social que tout le monde connaît, les jeunes, en gros, mettent tout et leurs parents sont inquiets. Mais ce n'est pas les mêmes, on ne parle pas des mêmes gens. C'est-à-dire que les parents sont très inquiets que les jeunes mettent des photos d'eux en maillot de bain, disent « mais tu te rends compte, ton recruteur va savoir ça », etc. Aux États-Unis, je crois que 60% des chasseurs de tête, systématiquement, vont sur Facebook, effectivement. Mais la jeune génération, non, au contraire, leur plaisir, c'est d'aller montrer à tout le monde des photos d'eux ensemble quand ils font la fête. Et il y a un peu ce côté, et nous-mêmes, on a cette schizophrénie, on voit des séries américaines à la télé à 8h30, quand on rentre votre nom, prénom, on sait tout de vous. Et on considère comme logique, puisqu'on voit ça, qu'on sache tout de quelqu'un comme ça. Et après, on dit non, en France, on ne peut pas le faire. Effectivement, vous avez raison, les bonnes volontés d'open data se heurtent. Par exemple, on peut très facilement mettre les taux de réussite de tous les collèges, passage dans la classe supérieure. Ça a été bloqué. On avait aussi, vous vous souvenez, il y a 4 ans, le taux d'incivilité par collège. Ça a été bloqué aussi pour les raisons que vous devinez. Donc on a une culture en France qui fait qu'à mon avis, on va être un peu freiné dans cette open data. Et je pense qu'il y a une différence entre le droit continental aussi et le droit anglo-saxon. En gros, nous, on fait la liste de tout ce qui est autorisé. Et les anglo-saxons ont tendance à dire maintenant tout est autorisé, sauf les quelque choses qui sont interdites. Et dans un monde numérique où tout va très vite, c'est difficile de prévoir tout ce qui est autorisé, de rien oublier. Isabelle Falk-Pierrotin, il y a une spécificité française sur cet aspect, on va dire, de protection du consommateur, pour ne pas dire de sécurité?
La spécificité française, enfin, ou européenne, c'est de considérer que les data, ce n'est pas simplement un colloque singulier entre un consommateur et un fournisseur. On n'est pas simplement dans une relation, je dirais, d'arbitrage presque économique entre moi, consommateur, je suis désireuse d'un certain service, et moi, fournisseur, je vais offrir le service à partir de ces données. En Europe, on considère que les données, c'est aussi autre chose. C'est ce qu'on appelle un droit fondamental. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement un aspect individuel dans une donnée, il y a aussi un élément du collectif. Ce collectif, c'est une certaine vision de la société, c'est une certaine vision de l'humanité qui fait qu'on n'est pas simplement la somme de ces données individuelles, on est un peu plus. Alors, on peut se dire qu'on abandonne cette approche et qu'on change de modèle, je dirais, philosophique, anthropologique, mais je pense qu'on y perdrait à titre personnel considérablement, mais en tout cas, c'est le nôtre aujourd'hui. Et donc, moi, je suis toujours assez frappée dans tous les raisonnements qui consistent à dire jusqu'où êtes-vous prêt à aller, d'abandonner vos données personnelles pour avoir ce service. Ça me paraît être une approche quand même un peu courte. C'est comme si on disait aux gens, vous êtes prêts à payer combien pour de la sécurité? La sécurité, c'est aussi un élément collectif. C'est-à-dire que l'univers, le cadre juridique, les pouvoirs publics sont en charge collectivement de la sécurité, comme ils sont en charge aussi collectivement d'une certaine protection des données personnelles. Donc, je crois que ça, il faut l'intégrer en se disant, il y a une partie de la charge de régulation qui doit être sur l'utilisateur final. Et celui-ci va faire un arbitrage. Mais il y a une part de la régulation qui reste de niveau collectif, qui doit être assumée par les intermédiaires économiques, au nom justement de cette vision des données personnelles, qui est une vision humaniste de droit fondamental. Et justement, quand vous faites évoluer cette régulation, notamment en transposant les directives européennes de manière assez propre à la France quand même, est-ce que vous vous posez la question des conséquences économiques de ces régulations sur le développement des services, justement? Je dirais que c'est vraiment au cœur de nos réflexions. Il est évident que le but, ce n'est pas de dire que la régulation doit rester à l'identique. Il faut que la régulation se simplifie, évolue. Vous parliez des déclarations préalables, des formalités préalables auprès de la CNIL. Demain, il n'y en aura quasiment plus. Parce qu'effectivement, ce n'est pas comme ça qu'on régule le numérique. On régule le numérique en faisant intégrer aux acteurs économiques cette dimension compliance, conformité, et pas dans des formalités administratives X ou Y. Donc bientôt plus de déclarations. Donc dans le projet de règlement qui se prépare au niveau européen, les formalités préalables donc, de déclaration et d'autorisation seront considérablement simplifiées, et ceci justement pour répondre à cette revendication parfaitement légitime des entreprises, disant il ne faut pas que ça devienne une charge administrative excessive. Ça, je crois qu'effectivement, elles ont raison de dire ça. Et donc, on doit répondre à ça en disant nous allons construire une régulation dans laquelle vous, entreprises, acteurs économiques, vous allez intégrer cette préoccupation parce que c'est aussi bon pour vous en termes d'avantages concurrentiels, en termes de gestion du risque. Et par ailleurs, nous allons simplifier ce qu'on vous demande. Allez, on va peut-être se tourner vers la salle et vers les réseaux sociaux pour que vos questions arrivent jusqu'aux invités de ce Big Tent. Benoît Tabaka, Google. Alors, qu'est-ce qui se passe sur les réseaux? Qu'est-ce qui se passe? Le hashtag monte, je vous le dis, on approche presque celui d'un titre de film antillais, donc continuez. Une des remarques que les gens font, c'est que la première table ronde a beaucoup parlé de sidérurgie, maintenant on est passé au pétrole. Tout le monde a hâte de savoir quelles sont les prochaines industries dont on va parler lors des 2 prochaines tables rondes. Sur les questions, beaucoup effectivement de réactions par rapport à la transparence de la régulation, où est-ce qu'on peut trouver un juste milieu. Et un des éléments aussi qui a été pointé du doigt par une des personnes, c'est de dire, finalement, il y a un terme qu'on n'a pas abordé, c'est celui de la sécurité des données. On a parlé de la sécurité par l'État, et finalement, la sécurité des données, où est justement le juste milieu? On parlait qu'il y avait un besoin de sécurité, de protection individuelle, une question de protection collective. Quand on parle de sécurité des données, est-elle individuelle ou est-elle collective?
Alors si on ouvre la question de la sécurité des données, on va forcément ouvrir le débat du cloud quelque part. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire en termes de sécurité des données? Et est-ce que la sécurité des données, elle n'est pas aussi liée à la valeur qu'on place dans les données qu'on souhaite protéger? Je crois que la sécurité des données, c'est effectivement une question fondamentale. Si les données sont au cœur des modèles économiques, toute crainte par rapport à ces données est un risque nouveau que l'entreprise doit intégrer. On en a eu des exemples très récents. Regardez, il y a quelque temps, Sony, société du jeu vidéo, qui se retrouve avec 75 millions de comptes clients dans la nature. Les chiffrages, ce que cela a coûté, plusieurs centaines de millions de dollars. Donc ça montre bien que dès lors que l'activité économique dépend de façon croissante des données, intégrer la protection de celles-ci et leur sécurité est un investissement de l'entreprise. C'est un investissement absolument nécessaire. Et là, on ne parle même pas de données personnelles. Donc ça, je crois qu'effectivement, c'est quelque chose de tout à fait important. Alors le cloud, nous, on y a beaucoup réfléchi parce que c'est l'alpha et l'oméga du numérique actuel, hein, le cloud. Je lisais une étude du Gartner qui disait que en 2015 ou 2016, plus d'un tiers du contenu numérique sera sur le cloud. Donc tout passera par là. Alors, c'est pas cher, c'est flexible, sauf qu'on ne sait pas où sont les données. On ne sait pas toujours où sont les données. Donc, pour nous, régulateurs, on se dit, dans certains cas, pour certains types de données, est-ce que ce n'est pas un risque qui est excessif? Vous voyez, vous avez des données de santé, des données financières, des secrets industriels, vous ne savez pas dans quel pays ils sont. François et Margot, vous savez où sont stockées les données de vos consommateurs? Non, mais le fait pour les sites qui font confiance à des grandes sociétés du cloud, le fait de savoir où sont les données, je crois que les sites marchands, c'est pas tellement leur sujet. Leur sujet, c'est est-ce que la société à qui on confie les données du cloud est suffisamment solide, sérieuse pour que je puisse lui faire confiance? Parce que c'est vraiment une question de confiance après. On revient sur le pacte de confiance, en effet. Margot? Nous, elles sont dans le N de Omengo, elles sont bien rangées. On travaille avec des sociétés qui sont en charge de la sécurité de ces informations et de ces données. Une petite remarque qui élargit un petit peu le domaine de la sécurité. On a beaucoup tout à l'heure parlé de données personnelles, mais c'est vrai que ça reste quand même un débat de geek, entre guillemets, et de spécialistes. Parce qu'au final, quand on regarde la société française, ce qui intéresse les utilisateurs et les citoyens, c'est d'avoir accès à des informations, et pas seulement à des chiffres bruts, parce qu'un chiffre brut n'est rien. Si on regarde un Excel qu'on va aller télécharger sur data.gouv.fr, en soi, on ne peut rien en faire avant d'avoir justement la capacité de mise en relation de ces informations avec d'autres. Et c'est comme ça qu'on crée vraiment de la valeur in fine. Et c'est pour ça que c'est important que ce mouvement soit réellement général pour que les problématiques de sécurité arrivent en même temps et qu'on puisse régler la question dès à présent. Alors, est-ce que vous avez des questions dans la salle pour nos invités? En attendant, je vais peut-être répondre à une question de Benoît Tabaka tout à l'heure. Loin de nous l'idée de parler d'énergie fossile pour le numérique. Ce n'est pas forcément l'idée, mais voilà. Monsieur, bonjour. Bonjour. Petite question de politique publique, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, toutes ces datas qui sont extrêmement intéressantes et extrêmement importantes, comment le politique va pouvoir inverser des tendances? Alors, je parle par exemple de Omengo, quand vous dites, voilà, dans tel quartier, il y a plutôt des jeunes, il y a plutôt de... etc. Mais si à un moment, le politique, au sens fort, c'est-à-dire gestion de la cité, veut inverser une tendance, c'est-à-dire faire que dans ce quartier-là, il y ait plus de mixité sociale notamment, mais qu'à un moment, toutes les datas montrent que non, dans ce quartier-là, il n'y a que ces gens-là, et donc du coup, l'exploitation de l'information, de l'exploitation des données, fait que les gens se disent, non, je ne vais pas aller là. Comment une politique publique d'aménagement du territoire peut inverser la tendance? Alors, je vais me permettre, Romain. Si vous m'entendez, d'élargir même le sujet, qui est comment est-ce qu'on peut utiliser l'information pour mener et pour piloter des politiques publiques, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et je reviens une étape en arrière peut-être dans votre raisonnement, puisque avant de pouvoir utiliser l'information pour piloter une politique publique, il faut en disposer.
Il faut en disposer, il faut être capable d'avoir des chiffres qui soient suffisamment précis, il faut avoir prévu les mécanismes de collecte, et en fait, de manière générale, si on veut que la donnée elle-même soit un outil de politique publique, il faut, au sein même des administrations, engager ce travail de gouvernance de l'information. Alors je vous rassure, il y a évidemment, c'est déjà aujourd'hui au cœur de ce que font les ministères, de ce que font les services statistiques, mais évidemment cette question doit devenir absolument consubstantielle du sujet du policy design, de la création de nouvelles politiques publiques. C'est vraiment ce à quoi vous référiez. Et je crois qu'il y a un deuxième enjeu, et ça je reviens un peu sur ce qu'est l'open data en général, et je rebondis sur le sujet de confiance dont vous parliez tout à l'heure, confiance envers les consommateurs, les entreprises, mais aussi confiance des citoyens vis-à-vis de l'administration. Et ça passe par la transparence. Encore une fois, l'open data permet, en mettant à disposition les chiffres bruts et en permettant à des acteurs comme Omengo ou comme d'autres de les réutiliser pour montrer des phénomènes, de permettre aux citoyens de s'informer sur la réalité de ces phénomènes. Et le dernier point, c'est confiance de l'administration vis-à-vis d'acteurs extérieurs avec lesquels elle n'a pas forcément toujours l'habitude de travailler, dans des démarches de partenariat, dans des démarches où on va encourager justement l'idée qu'à partir de ces données, de cette plateforme d'innovation qu'on met à disposition de l'ensemble de la société civile, entreprises, économie sociale et solidaire, innovation civique, on permette et on fasse confiance à ces acteurs pour inventer les usages qu'on n'aura pas nous, que l'État, que les collectivités n'auront pas inventés eux-mêmes. Et pour illustrer un petit peu ça, puisque c'est Google aujourd'hui qui nous rejoint ici, qui nous rassemble ici avec ce Big Tent, juste un exemple sur l'importance de cet écosystème. L'idée de structurer un écosystème de partenaires pour appuyer justement les politiques publiques. Pour permettre de développer de manière pérenne l'ouverture des données publiques, Etalab devait faire deux choses, construire l'offre, c'est-à-dire rendre le plus largement possible accessibles les données publiques, mais aussi encourager la demande. Et pour faire ça, on a réuni au début de l'année 2012 30 grands partenaires, parmi lesquels Google, parmi lesquels on parlait d'industrie, des industriels qui s'intéressent à la transformation profonde de leur métier qui est amené par le numérique, donc la SNCF, la Poste, Veolia, les sujets de l'eau sont évidemment, de l'environnement sont extrêmement importants. On a regroupé avec ces partenaires des investisseurs, des fonds d'investissement, des pôles de compétitivité, des écoles, des centres de recherche. Et tous ces acteurs se sont regroupés pour une chose, qui est de sélectionner parmi l'ensemble des startups et l'ensemble des projets de réutilisation de données qui existent en France aujourd'hui, qui réutilisent donc des données publiques, qu'elles viennent de l'État, de collectivités, etc., pour permettre leur développement le plus pérenne dans la durée. Et je parlais d'Omengo, je réagissais à la présentation qui a ouvert cette table ronde tout à l'heure, mais Omengo est justement une des startups qui a été parmi les 7 lauréates de la première édition de Data Connection, puisque Data Connection, c'est le nom de cette initiative qui a été mise en avant. Et cette initiative se poursuit. On parlait tout à l'heure de la culture française qui parfois est un petit peu différente de celle du monde anglo-saxon, mais je crois que le gouvernement est tout à fait déterminé à amener le plus loin possible l'open data. Et la prochaine étape justement de cette ouverture des données publiques, c'est Data Connection numéro 2, qui aura lieu au tout début du mois de février. Allez, Romain, voilà. Un mot d'Isabelle Falk-Pierrotin qui voulait juste rajouter un mot. Moi, je voulais juste rebondir sur la question de monsieur. Les data, ce n'est pas une politique publique. C'est une politique publique de l'ouverture des données publiques. Mais c'est un outil au service des politiques publiques. Et il me semble que la crainte que j'ai sur ce sujet, comme souvent sur d'autres, c'est qu'on a tendance à confondre l'outil et l'objectif. Il ne faut pas que ce déluge de données, ces techniques de plus en plus précises d'analyse des données, se substituent aux orientations que les pouvoirs publics peuvent ou ne peuvent ne pas avoir sur un sujet. Il ne faut pas non plus que ce soit les données qui nous guident, que ce soit les algorithmes qui nous guident. Et nous, on voit bien qu'il y a une tendance qui consiste à reporter de plus en plus sur la donnée et sur les algorithmes la prise de décision elle-même. Donc, je dirais que ça, c'est une réflexion, pardonnez-moi, qui est peut-être un peu plus générale que ce qui nous réunit aujourd'hui, mais qui est vraiment de dire, attention
à positionner les outils comme outils et pas comme objectifs en tant que tels. Et en tant qu'autorité publique, et même en tant qu'entreprise, nous avons des responsabilités de fixation d'objectifs à prendre. Ne les abandonnons pas au profit, entre guillemets, de technologies diverses et variées. François Mombois, avant que l'on se quitte le temps d'une courte pause déjeuner. Pour le plaisir de la discussion, mais je pense que c'est une différence avec les anglo-saxons. C'est-à-dire que les anglo-saxons sont fact-based. Ils partent des faits, ils sont pragmatiques, alors que les Français sont plus à partir du concret. Pour moi, votre exemple concret, si on a des chiffres précis sur la mixité sociale d'un quartier, on ne pourra plus dire après, ce quartier, il y a de la mixité sociale si on voit qu'il n'y en a pas. Ou il n'y en a pas si on voit qu'il y en a. Et effectivement, en ça, l'open data peut changer pas mal de choses. Si on se rend compte que les gens, je dis n'importe quoi, préfèrent la voiture au bus massivement, et on a des données, on a des chiffres, ça peut heurter des discours politiques. Mais le politique doit quand même connaître, à mon avis, ces données avant de prendre des décisions. Merci à tous, merci pour ces débats. On va se quitter donc le temps d'une courte pause, allez, une pause déjeuner, pour vous laisser le temps de pouvoir aussi rencontrer les startups du camping, du Silicon Sentier qui sont dans l'autre espace. 2 mots quand même, Benjamin, qui se dégagent vraiment de ces 2 premiers débats de la matinée. Le mot finalité d'une part et le mot confiance. Absolument, la confiance. On le savait avant le début de ce débat, hein. On n'a d'ailleurs peut-être pas assez parlé des moyens de donner cette confiance aux consommateurs. En tout cas, on vous retrouve cet après-midi pour les 2 nouveaux débats de ce Big Tent Paris 2012. On va d'abord parler numérisation des contenus culturels. Et puis le dernier grand sujet, ce sera l'attractivité de la France et des pays européens. On parlera des startups qui choisissent leur ville et leur pays pour s'implanter et pour se lancer. Merci à tous les 4 et à cet après-midi pour la suite de Big Tent Paris 2012. Merci beaucoup.